Jacques Lemanque, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Broadpeak. On va parler avec vous de vos dernières activités. Vous êtes au Forum Ports en Parc, vous rencontrez des investisseurs. Comment vous leur parlez des derniers mois d'activité pour l'entreprise? Déjà, on est très heureux parce que c'est vrai qu'on vient de fêter les 1 an depuis l'IPO. Donc, on a l'occasion justement de faire le bilan sur ces 1 an. Et puis, comme on a été capable de dérouler notre plan, aussi bien en termes de chiffre d'affaires, parce qu'on a dépassé nos objectifs, et puis aussi en termes de rentabilité d'EBITDA. Donc, c'est des bonnes nouvelles à partager. Et puis, je suis aussi en fait à même de partager notre plan d'avancement sur nos 3 axes stratégiques, hein, donc avec Fabienne Lécrivain qui est avec moi, notre directrice financière pendant l'événement. Donc renforcer la technologie, donc on a fait beaucoup de progrès sur la technologie, sur la densité en particulier, en lien aussi avec la lutte contre le réchauffement climatique, hein, donc on a annoncé récemment qu'on était capable de faire 725 gigabits avec un serveur, hein, donc on parlait juste avant l'interview en fait effectivement des impacts et puis du matériel informatique. Donc on est capable vraiment de délivrer plus avec moins d'empreintes écologiques. On travaille également beaucoup sur le développement commercial et sur le marketing. Donc là on a fait des progrès également. On a réussi à structurer pour pénétrer de nouveaux marchés. Et puis enfin la plateforme Broadpeak.io. Donc on a été capable de revoir avec les investisseurs justement les progrès de ce point de vue-là avec les nouvelles applications, hein, qui arrivent trimestre après trimestre. En particulier la toute dernière c'est l'insertion de publicité, hein. Comme vous savez, nos clients ils ont 2 modèles ou mamelles finalement, c'est l'abonnement et la publicité. De plus en plus qui sont finalement mélangés aussi. Et donc là, beaucoup de succès avec notre plateforme Broadpeak.io sur l'insertion de publicité. Alors justement, on a vu bien sûr des grands acteurs connus qui ont bouleversé ces marchés. Vous, sur la partie logicielle, il faut répondre à cette demande. Quand on se place du côté du consommateur, du spectateur, lui, c'est vrai qu'il a envie d'aller regarder son programme en replay, sa série, et il faut que ça marche, il faut que tout de suite ça marche. Donc toute la partie logicielle qui est derrière, elle est de plus en plus sophistiquée. Vous dites qu'il y a des nouveaux produits. Qu'est-ce qui évolue? Il faut plus de calcul concrètement? Il y a un focus sur 2 choses, sur la qualité d'expérience. Parce que c'est vrai qu'en 2010, quand on a démarré, le streaming, c'était un gadget ou un porte-clés en quelque sorte. Et l'arrivée de Netflix a fait que chez les utilisateurs, il y a une exigence de qualité très importante. Donc, si vous ne délivrez pas une qualité Netflix, les gens vont penser que c'est cassé, que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire si la publicité ne s'affiche pas à haute résolution ou si la publicité met du temps à démarrer, ce qui va se passer, c'est que les clients vont passer à autre chose. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette exigence de qualité et également de densité, puisqu'on parle de remplacement de publicité sur des pointes de trafic, sur des événements live. Donc, il y a besoin aussi d'avoir la scalabilité. Et puis, l'empreinte, de plus en plus de nos clients sont des plateformes de streaming qui ont une empreinte ou une clientèle globale et donc ont besoin justement d'utiliser notre plateforme pour pouvoir faire de l'insertion en Amérique latine en même temps qu'ils en font en Allemagne ou à Singapour. Donc cet aspect qualité d'expérience et scalabilité. Ouais. Quand on regarde le marché, on a eu 2 années forcément exceptionnelles avec cette crise sanitaire où on était plus à la maison et certains, effectivement, on avait plus d'opportunités de regarder. Où en est le marché aujourd'hui? Parce que depuis, c'est vrai qu'il y a eu de nouvelles offres. Au niveau mondial, quand vous regardez le marché, votre marché, il est toujours en croissance? Il est toujours en croissance et il y a eu en fait des catalyseurs qui font qu'on ne reviendra plus à l'époque avant Covid. Et c'est pas tellement pour l'utilisation des séries, hein, qui s'est bien développée, qui continuera à se développer bien sûr, mais je pense beaucoup aux événements live. Pour moi, ce qui est frappant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a notre application Prime pour regarder la Ligue 1 en France, la Première Ligue en France, ou DAZN pour regarder la Serie A en Italie ou la Liga en Espagne. Se dire que les gens naturellement installent des apps pour regarder leur sport, le foot ou bien le basket, c'est quelque chose qui était difficile à imaginer avant le Covid. Donc nous, ce qu'on voit, c'est une forte accélération pour tout ce qui est streaming live, qui se confirme et qui va continuer à se développer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une fraction, hein, finalement du live qui est visualisé en streaming. Ouais, ce qui permet aux éditeurs de proposer des rendez-vous, des événements et de les monétiser derrière. Et ce qui compte, c'est ce qui compte en fait, hein. On a envie de se retrouver devant la télé ou bien devant son écran pour les grands événements sportifs ou nos séries préférées. Donc c'est vraiment ce qui drive aujourd'hui les usages. Ouais. Alors sur l'évolution et sur la stratégie de Broadpeak, il y a les licences et donc les logiciels, toute cette partie service, et puis il y a bien sûr l'évolution vers le mode SaaS, donc des plateformes qui permettent aussi d'évoluer. Il y a encore des investissements à faire sur cette partie-là?
Alors sur la plateforme SaaS est très bien née et on a mis le premier module, en fait, le premier étage de la fusée qui est ce qu'on appelle le video stitching. C'est la capacité de venir faire une séquence de contenus différents. C'est ce qui permet de faire l'ad insertion, c'est ce qui permet de faire aussi le blackout aux États-Unis, toutes ces applications là où on vient substituer un contenu par un autre. Et donc nous c'est le premier étage de la fusée, donc on travaille sur d'autres étages autour de notre portefeuille produit, puisque nous, en fait, à chaque fois qu'on fait un module de vidéo processing, on le rend disponible en logiciel, qu'un client peut les déployer sur son réseau, privé, public. Et donc, on le rend disponible aussi dans la plateforme SaaS. Donc, l'idée, c'est qu'on a la plateforme SaaS est très bien née, le framework est en place, les premiers clients sont sur la plateforme pour des applications de type substitution de contenu, mais on va ajouter progressivement. Vous pouvez vous attendre, en fait, à avoir de plus en plus d'applications disponibles en SaaS chez Broadpeak. Par rapport à votre environnement concurrentiel, vous sentez en avance, en bonne place dans ce domaine-là? On est très bien placé, en fait, surtout aussi bien sur la plateforme SaaS que sur les logiciels. Je vous disais, on s'apprête à casser la barre des 1 terabit par seconde sur un serveur, là où nos concurrents sont plutôt autour de 60 gigabits. Donc ça, c'est un gros impact sur l'environnement. Donc si on veut contribuer à cette réduction de 6% par an des émissions, il va falloir vraiment déployer ces nouvelles technologies-là. Je crois que tout le monde est sensible en raison de l'environnement, mais aussi de la facture d'énergie, pour alimenter ces serveurs, les refroidir. Donc là, on a vraiment une offre qui plaît énormément. Et puis sur le multicast ABR, qui est aussi une offre, vous voyez, très différenciante chez Broadpeak, là, il y a toujours beaucoup d'intérêt avec des déploiements partout dans le monde. Sur les applications d'enregistrement dans le cloud, sur les enregistrements de grande capacité, on a beaucoup de succès parce que notre logiciel est structuré en microservices qui facilite son déploiement dans les clouds publics de Google, Amazon et Azure. Et sur les analytics, avec le machine learning et l'intelligence artificielle, on est également très bien placé. Donc, je veux dire que on a fait les investissements aussi mais sur chacun des segments, on est très bien placé. Et c'est un peu aussi notre culture chez Broadpeak. On aime bien être les premiers sur un produit. Est-ce que ça sert à quelque chose de développer un produit qui sera un MeToo? Vous voyez ce que je veux dire, qui sera un suiveur finalement. Là, vous allez vous retrouver avec tous les investissements, mais pas forcément le bénéfice derrière. Donc, sur les perspectives, quelles vont être vos priorités sur les prochains mois? Donc nos priorités, en fait, donc là, on a notre structure qui est en place. Donc, notre priorité, c'est continuer à délivrer nos logiciels, continuer à ajouter les applications progressivement d'ici fin 2023, début 2024, les applications sur Broadpeak.io. Et puis exécuter. On est sur un plan qui est très, très clair, nous. Donc, on a en ligne de mire nos 100 millions en 2026, nos 40% de revenus récurrents, nos 20% d'EBITDA. Donc, c'est vraiment continuer à travailler là-dessus. Donc, on est très focalisé, encore une fois, sur l'exécution. Je crois que nos axes stratégiques qu'on a annoncés lors de l'IPO, c'est exactement les mêmes. Il n'y a pas de nouvel axe. On est vraiment les yeux sur la route. Ce qui est une bonne nouvelle pour les actionnaires. C'est une bonne chose, je pense. Ouais. Merci beaucoup, Jacques Leblanc, d'avoir fait le point avec nous.